Le coup de cœur RVL. Voilà, on est de retour sur les 103.10 d'RVL et comme je vous en parlais depuis quelques jours maintenant, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir au téléphone ce matin Lévi Zohar. Bonjour Lévi. Bonjour, comment vas-tu Mickaël? Ça va très bien et toi Lévi? Eh ben oui, ça va. Déjà, permets-moi de dire bonjour à tes auditrices et auditeurs de RVL et merci de m'accueillir. Merci à toi surtout d'avoir répondu présent parce que t'étais pas obligé et je sais que t'es beaucoup demandé justement par rapport à ton métier. Eh oui. Voilà, alors Lévi, alors déjà je vais commencer parce que j'ai eu des questions d'auditeurs, donc j'ai fait un tri et je vais commencer déjà par la première question déjà, alors pour m'éclairer moi et mes auditeurs, qu'est-ce qu'un comportementaliste canin? Alors, en fait, le comportementaliste canin, si tu veux, c'est un véritable, un véritable psychologue en fait. C'est-à-dire que le comportementaliste canin est là pour analyser une situation qui est dégradée par rapport à un groupe social, en fait, un maître et son chien, ou des propriétaires de chiens par rapport justement à leur animal. Et mon intervention, ou en tous les cas l'intervention d'un comportementaliste canin, c'est d'analyser la situation, mais surtout de soigner en fait les maux que les maîtres ont, parce que le chien ne fait que s'adapter, et du coup, quand on est dans un système où le maître, par exemple, est angoissé, il a peur de quelque chose, il est malade, il sait pas comment faire, etc., forcément, ça amène des problématiques, et le comportementaliste intervient en fait sur ces problématiques de façon à ce qu'il y ait une osmose au sein même de ce groupe social. D'accord. Une autre question, comment on devient comportementaliste canin? Alors, écoute, concrètement, il n'y a pas de diplôme déjà. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de diplôme. Il y a quelques gens qui ont suivi des formations de psychologie et d'éthologie au niveau pour les animaux. Donc, l'éthologie est un rôle très important. C'est vraiment connaître le fonctionnement des animaux, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la psychologie, donc des études de psychologie humaine, parce que en fait entre la psychologie animale et la psychologie de l'homme, notamment du chien, il n'y a pas une grosse différence. Donc c'est avant tout ça. En réalité, aujourd'hui, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui mettent éducateurs, comportementalistes, canins. La réalité, c'est qu'il y a très peu de vrais comportementalistes. Alors, tu as les gens qui travaillent dans les zoos, tu as aussi les zoothérapeutes, et puis tu as les vétérinaires, bien sûr, qui sont agréés auprès de la préfecture comme comportementalistes, notamment pour l'analyse comportementale des chiens dits catégorisés. Et puis ensuite de ça, tu as les experts qui œuvrent auprès des cours d'appel. Il n'y en a pas beaucoup, on est 5 en France, donc c'est pas énorme. Tout le reste, on va dire qu'il y a beaucoup de pipeaux. D'accord. Et moi, je voudrais te demander justement, parce qu'on en a parlé tous les deux au téléphone, tu m'as expliqué que tu avais travaillé, il me semble, c'est en gendarmerie, c'est ça, non? Oui, j'étais instructeur cynophile au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, mais j'ai fait aussi des chiens de cinéma, donc avec l'équipe d'un monsieur qui s'appelle Pitavino et des chiens de publicité, voilà. Donc et après beaucoup de chiens de particuliers, bien sûr. D'accord. Et en fait, cette passion du chien, t'es venu comment? T'étais jeune? C'est suite à quelque chose? Alors, en fait, ouais, effectivement, il faut remonter à mon enfance. La réalité, si tu veux, c'est que quand j'étais gamin, j'avais un chocho à langue bleue qui était magnifique au demeurant. Mais moi, j'étais gamin et quand on est gamin, on est un peu jeune et con. Donc, j'avais à l'époque des patins à roulettes. Tu vois, c'est plus des trucs comme aujourd'hui ultra sophistiqués. C'était vraiment le truc avec 4 roues, tu vois, en ferraille. Et mon chien, moi, je frimais parce que mon chien me tractait, me remontait sur la pente, et après j'avais plus qu'à redescendre. Et un jour, en fait, mon chien a croisé un chat, et là il s'est mis à courir, évidemment, et je voulais pas lâcher la laisse, je me suis fait percuter par une voiture. Et puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai appris qu'il existait des gens qui travaillaient les chiens, en fait, qui dressaient les chiens. Et j'avais été dans un salon du chien un jour, à une expo en fait, de concours, etc. Et j'ai rencontré un monsieur à cette époque-là qui, je sais pas s'il est encore vivant, qui s'appelait Michel Hasbrook.
Et tout gamin que j'étais, quand je l'ai vu, je me suis mis à côté de lui et j'ai pas arrêté en fait de le harceler. Hein. Je voulais qu'il me montre et qu'il m'apprenne. Il voulait pas, il m'a envoyé un petit peu balader. Et puis au fur et à mesure, comme j'étais là tous les jours, à la fin il m'a pris sous son aile. Et puis j'ai commencé à apprendre un peu le métier et un jour je me suis heurté à une difficulté. Ce monsieur était plutôt coercitif, c'est-à-dire qu'il se mettait à cheval sur le chien et il l'étranglait jusqu'à ce que le chien perde ses glandes anales. Le chien avait tellement peur pour sa vie, hein, donc il perdait ses glandes anales. Et je me suis donc à 17 ans, j'ai commencé à me rebeller en tous les cas, par rapport à lui et à dire que j'étais totalement contre cette façon de procéder. Et il m'a gentiment invité à prendre la porte. Voilà. Et donc j'ai fréquenté comme ça que des grands noms du chien, hein, comme Michel Azrouk, donc comme je le dis, mais André Noël, Kerfrieden, de Bonduve, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier, ce qu'on appelle sur le tard, hein, puisque il n'y avait pas à cette époque-là de diplôme et de formation, etc. On apprenait le métier en fait en se mettant en fait en étant pris sous l'aile de personnes et on apprenait comme ça. D'accord. Alors moi je vais te poser une question. Alors donc admettons, moi tu sais que j'ai des chiens, mais j'ai un chien. Je veux justement te consulter. Je veux voir comment ça se passe. Si tu peux m'apprendre en quelques minutes comment ça se passe quand les gens du moment qu'ils te contactent jusqu'aux séances en fait. Alors, déjà, il y a deux cas de figure. Parce que, je suis comportementaliste, bien sûr, mais je suis surtout éducateur, d'accord. Donc, éducateur canin et comportementaliste. Ça, c'est deux choses qui sont quand même étroitement liées. Donc, normalement, en fait, si tu veux, quand des gens me contactent, ils m'expliquent un peu leurs problèmes. Et moi, par rapport à ce qu'ils me disent, notamment dans le son de la voix, et c'est pour ça, je ne sais pas si tu en as parlé à tes auditeurs, mais j'ai une émission radio qui s'appelle Parlons Chien, et les gens me contactent, me posent des questions, et en fonction de ce que les gens m'expliquent, alors souvent, évidemment, il y a beaucoup de broderies, hein, de me dire l'âge du chien, que le chien est heureux, il joue, etc., etc. Enfin voilà, tout ça, c'est des petits détails, on va dire, qui ont une importance, mais qui me fait me rendre compte comment la personne parle de son chien. Parce que ça, c'est important, cette relation est très importante. Et en général, si tu veux, les gens me contactent par téléphone parce que par téléphone, on a un ressenti qui est complètement différent que de l'écrit. On est plus pointu parce que justement, on entend dans le son de la voix un certain nombre de choses. On entend le stress de la personne, on entend si la personne est plutôt énervée, inquiète, si elle fait aussi... on va dire dans sa façon de parler de l'anthropomorphisme, si elle n'a pas fait par exemple le détachement avec le chien, etc. Et ensuite de ça, j'apporte une solution. Après, j'interviens chez les gens, c'est plus pour éduquer les maîtres, d'accord. J'éduque le chien, bien sûr, je donne des bases à un chien, mais j'éduque surtout les maîtres parce que 95% des problèmes que les gens rencontrent avec leurs chiens, c'est eux-mêmes qui les ont créés. Par exemple, des gens qui ont des chiens qui leur sautent dessus ou sur leurs invités, eh bien c'est pas un hasard. C'est-à-dire que le chien, normalement, c'est pas inné chez lui de sauter sur les gens, mais plutôt les maîtres ont appris ça à leur chien. Alors bien sûr inconsciemment, mais il faut remonter par exemple quand le chien est chiot, les gens ont tendance à beaucoup regarder le chien, à le regarder, à le surveiller, à lui parler, etc. Et le chien se demande pourquoi, parce qu'on n'a pas le même langage. Et donc le chien va faire son analyse et va dire tiens, je vais me rapprocher du maître pour voir ce qui se passe. Et là, vous avez une mimique faciale, donc vous adoptez un langage canin, vous avez une mimique faciale, vous vous penchez et puis vous le caressez. Et là, votre chien se dit c'est ça qu'on attend de moi. Donc pendant quelque temps, vous avez cette interaction et puis un jour, vous avez plus cette interaction. Du coup, votre chien comprend pas et monte sur vos jambes. Quand il monte sur la jambe la première fois, vous lui faites une mimique faciale, un grand sourire, et puis vous le caressez. Et après, le chien il dit c'est ça qu'on attend de moi. Ouais, mais un jour, vous vous rendez compte que votre chien, il a grandi, il a des ongles, il a des griffes, pardon, il a des pattes sales, vous êtes endimanché, etc. Du coup, vous le repoussez, arrête, ça va à ta place, etc. Et le chien croit que vous jouez avec lui. Et du coup, vous avez des chiens qui, dès lors où vous le regardez, ils vous sautent dessus. D'accord. J'ai une autre question. Alors, on me demande si les mâles sont plus durs à dresser que les femelles. Non, absolument. Alors, d'abord, c'est pas dresser, parce qu'il y a deux choses qui existent, effectivement. Il y a le dressage. Le dressage, c'est plutôt quand on donne une activité précise à un chien. Par exemple, le chien guide d'aveugle, c'est du dressage.
Le chien de film, c'est du dressage. Le chien de gendarmerie, c'est du dressage. Le chien de recherche en décombres, c'est du dressage. Et puis l'éducation, elle, c'est autre chose. C'est le chien qui doit être dans un environnement donc social et donc apprendre à vivre en société. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes. Allô, allô? Oui, oui, non, je t'écoutais. Ah ouais. Moi, justement, Ah, j'écoute toutes tes paroles, je les bois parce que ouais. moi, ça m'intéresse vraiment par rapport à mes chiens. Et donc, bah, je voulais. Attends, attends. Oui. Oui, donc j'ai pas fini. Donc, si tu veux, donc voilà, il y a vraiment deux choses très fondamentales à ne pas confondre. Donc, le dressage, vraiment, c'est un truc propre à un métier, à une fonction, alors que l'éducation, c'est vraiment le chien qui s'adresse à tout le monde, un chien confortable en société, qui ne va pas sauter sur les gens, pas agresser ses congénères, savoir s'asseoir, être calme, posé, etc. Ne pas être voleur. Enfin voilà, tous ces trucs-là sont de l'éducation. Et donc c'est plutôt aujourd'hui ça que je fais principalement. D'accord, bah justement, ça tombe bien parce que ça me lance vers une question que je voulais te poser. Je t'ai expliqué que tous les vendredis matins, je partage des offres d'adoption des Ouais. sociétés de protection des animaux sur la région en Normandie. Mhm. Et justement, bah, ça m'amène à te demander, par exemple, parce que peut-être que des gens se sont déjà posé la question. Par exemple, tu vas chercher un chien justement dans ce genre de refuge. Ouais. Souvent c'est des chiens adultes. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il y a un âge ou quoi pour pouvoir justement l'éduquer? Si par exemple tu vas chercher un chien Alors, qui a jamais eu d'amour, qui a jamais eu, non, non, enfin, non. Alors, tu as raison, c'est une très bonne question. Et effectivement, tu as beaucoup je vais parler cru, hein, mais il y a beaucoup de pseudo-éducateurs ou éducatrices qui te disent ah mais non non non, passer 6 mois ou des fois 3 ans, on peut plus rien faire. C'est entièrement faux. Un chien apprend à tout âge, c'est-à-dire que tout comme nous, hein, et comme le chien en fait, si tu veux, dans son mode de fonctionnement, s'adapte toujours, et ça c'est très important à souligner pour tes auditrices et auditeurs, c'est qu'un chien s'adapte toujours d'abord à son environnement direct, c'est-à-dire le lieu où il est, ensuite au groupe social que les gens représentent, hein, d'accord. Alors il peut y avoir, le groupe social peut être composé d'une famille avec hommes, femmes, enfants et peut-être même d'autres animaux, chats, etc. Ça c'est le groupe social et le chien s'adapte à chaque en fait, si tu veux, à l'ensemble de ce groupe social, mais encore plus à chaque individu au sein même de ce groupe social. C'est pour ça que des gens, par exemple, avec leurs chiens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes mimiques faciales, n'ont pas les mêmes postures, les mêmes interactions, le même regard, eh bien, le chien va s'adapter à monsieur, va s'adapter à madame, va s'adapter aux enfants, etc. d'accord. Et justement, Donc, bah, il n'y a pas de problème. Voilà, le chien, moi j'ai des gens qui viennent me voir avec des chiens qui ont 12, 13, 14 ans, parce qu'ils ont un problème de comportement, et en quelques minutes je leur montre qu'il n'y a pas de problème avec le chien, et ils sont très surpris d'ailleurs de voir leur chien être à l'écoute, et c'est important. Donc dans l'éducation, si tu veux, au-delà d'éduquer le chien pour lui apprendre les bases du côté confortable, par exemple la marche au pied, le assis, le coucher, ne pas bouger, le rappel, eh bien j'éduque les maîtres à avoir les bonnes interactions avec leur chien, parce que c'est ça qui est essentiel en fait. Si tu veux, la bonne communication fait que le chien sera respectueux et apprendra ce que l'on attend de lui. La problématique, c'est que très souvent les maîtres veulent des choses de leur chien mais ne leur expliquent pas. Tu vois, et il y a des gens qui veulent que le chien marche sans tirer, oui, mais ils n'expliquent pas au chien comment ce qu'ils veulent, tu vois, dans telle ou telle situation. Et c'est important ce truc-là, voilà. d'accord. Et donc j'ai une autre question. Alors on me demande, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus difficiles à analyser que d'autres? Alors, alors déjà, toutes les races apprennent très très vite, mais il y a des races effectivement qui apprennent plus vite que d'autres, comme par exemple les chiens de berger. Tu prends le berger australien, le border collie, tu peux prendre du golden, etc. Ce sont des chiens très souples, mais qui apprennent très très vite les choses. Alors le problème, c'est que quand un chien apprend très vite quelque chose, il va l'apprendre très vite dans un sens, mais très vite aussi dans l'autre, c'est-à-dire que aussi bien les bonnes interactions que les mauvaises interactions, hein, et ça peut poser problème. Maintenant, tu as des chiens qui ont, on va dire, dans leur fonctionnement, dans leur création, ont plus de caractère que d'autres. Par exemple, tu prends le bull terrier, ce sont des chiens qui sont entre guillemets, je dis toujours entre guillemets parce que c'est pas une réalité absolue. On dit toujours que ce sont des chiens plus têtus que d'autres. C'est vrai qu'ils comprennent moins facilement que d'autres certaines choses, notamment quand ils n'ont pas envie de faire un truc, effectivement, ils sont un peu plus résistants dans leur apprentissage. Mais quel que soit le chien,
si tu veux, quel que soit le chien dans leur mode de fonctionnement, ils se conditionnent très vite, tu sais, ils sont pavloviens, hein, donc du chercheur Pavlov qui a découvert que les chiens se conditionnaient. Il suffit de faire une chose 3 fois avec un chien, trois fois la même chose, hein, à l'identique, pour que le chien soit conditionné et que ça soit acquis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce sont des chiens qui sont, tous les chiens sont analystes. Ils passent leur vie à analyser, que ce soit la matière, le son, les odeurs, tu vois, tout, vraiment, ils analysent tout et ils rapportent tout à leur monde de chiens, forcément. Donc voilà, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Les chiens, enfin, quel que soit le chien, il n'y a pas de souci. Ce qui est important en réalité, c'est que vous soyez en mesure d'expliquer à votre chien ce que vous attendez de lui dans telle ou telle situation. D'accord. Bon, bah, je vais pas non plus trop te monopoliser. J'ai encore choisi 3 questions et je pense que c'est 3 questions très très importantes. Tu vas comprendre tout de suite. Alors, la question que je vais te demander tout de suite, c'est pour toi la définition d'un bon maître. Ah, la définition d'un bon maître, c'est celui qui va d'abord, dans un premier temps, avoir réfléchi avant de prendre un animal. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que il faut mesurer toutes les conséquences que cela entraîne que de prendre un animal. Un chien, c'est pas un jouet. Moi, je vois souvent des gens qui me parlent de cadeaux de Noël pour leurs enfants, pour leurs machins, leurs trucs. Non, un chien est un être vivant, doué d'intelligence et de sensibilité, donc il faut prendre ça en considération. Il faut bien choisir la race aussi pour qu'elle soit adaptée à notre façon de vivre. Ça évite comme ça, tu parlais des abandons, bah, ça évite aussi que comme ça les gens se rendent compte que le chien n'est pas fait pour eux et puis au bout d'un moment de l'abandonner. Donc il faut prendre la mesure vraiment de tout, donc d'avoir aussi les moyens de l'entretenir, tant sur les moyens de frais vétérinaires que sur l'alimentation, le matériel, l'épanouissement du chien, etc. Il faut que chaque personne mesure aussi le fait que le chien va l'accompagner entre 8 et 15 ans quand même, c'est pas négligeable, et que derrière il y a les vacances, il y a savoir si on prend le chien avec nous, si on peut, et si on peut pas, ben comment on fait pour le faire garder. Enfin voilà, donc il faut vraiment que ces personnes-là prennent le temps de bien choisir le chien et de réfléchir à est-ce qu'on est en mesure de prendre un animal qui va nous accompagner jusqu'à probablement une quinzaine d'années pour certaines races. Donc ça, c'est très important. La deuxième, c'est un bon maître va donner de l'activité à son chien, parce qu'il ne suffit pas de donner des caresses à son animal pour dire on est un bon maître. Hein. Il faut que le chien soit épanoui, et l'épanouissement du chien passe aussi par les promenades, passe aussi par le jeu, passe aussi par des activités donc physiques et intellectuelles, et puis de l'entretien, de le brosser, etc. Ça c'est pour moi, si tu veux, c'est le bon maître qui est capable aussi de sortir son chien quand il pleut, quand il neige, quand il vente, tu vois, lui apporter un équilibre, voilà, et après le reste, le chien va vous apporter en retour énormément d'amour, parce que je crois que le chien vous aime beaucoup, aime beaucoup plus son groupe social qu'il ne s'aime lui-même. Ouais, ça c'est sûr. Hein, C'est voilà. ce que. Et ça c'est important. Après derrière, il faut pas hésiter. Un maître, il doit être capable aussi d'apporter une éducation à son chien. Ne pas hésiter à faire appel à des professionnels qui vont vous accompagner dans le truc. Alors évidemment, il faut faire attention quand on parle de professionnels, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui se disent professionnels et qui ont passé des formations par correspondance, comme si on pouvait devenir éducateur canin en ayant passé une formation par correspondance sans jamais avoir touché un chien de sa vie. Donc ça c'est compliqué. Il faut faire attention à tout ça, et puis voilà, mais il y a énormément de bons maîtres. Le problème aujourd'hui, si tu veux, ce qui est nuisant pour l'animal, c'est une partie très importante que malheureusement l'humain a aujourd'hui, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que les gens veulent dénaturer la nature profonde du chien, en amenant le chien à être considéré comme un membre à part entière de la famille. Ça c'est très bien. En revanche, il y a des gens qui vont considérer les chiens comme leurs enfants, en voulant que le chien devienne un véritable enfant en fait. Il y a des gens qui n'hésitent pas à donner une totote à leur chien, Ouais, à fêter l'anniversaire. Le chien s'en fout de l'anniversaire, il n'a pas ce truc-là. Que vous lui donniez, par exemple, un gâteau avec de la viande, il va être content, c'est sûr, il va être content pour la viande. La bougie sur le gâteau, franchement, le chien, il s'encarre comme en l'an 40. Tu vois, donc c'est tout ce système-là. Quand les gens en arrivent à considérer leurs chiens comme leurs enfants, ça dénature le lien profond du chien, et du coup, le chien ne trouve plus sa vie de chien, en fait.
Et c'est problématique. Donc, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais il faut pas oublier que le chien n'est pas un humain, que votre analyse n'est pas l'analyse du chien, que votre regard n'est pas celui du chien, etc. Donc ça, c'est très important. Un chien restera toujours un chien, quoi que vous fassiez. D'accord, oui. Là, avant de te demander justement tous tes coordonnées, enfin tout ça, tu vas me le dire là dans quelques secondes. Moi, j'ai une question là, qui m'est venue en tête tout de suite. Est-ce que tu vas pouvoir m'y répondre? Parce que je cherche justement une réponse à cette question-là depuis longtemps. Est-ce qu'un chien, il ressent, il ressent l'abandon, par exemple, quand quelqu'un donne son chien ou abandonne son chien, on voit beaucoup d'images, tu sais, sur Facebook, tout ça, où tu vois un Ouais, chien ouais. qui a une larme, tout ça, on nous dit un chien ressent. Ouais. Est-ce que Alors, l'animal ressent vraiment ça? alors, le chien, on le sait aujourd'hui que le chien est doué de sensibilité, voilà, et d'intelligence. La problématique, si tu veux, c'est que les chiens, évidemment, ressentent l'absence. Hein, puisque quand vous êtes un groupe social, il a une certaine habitude au sein de ce groupe social, il est habitué à chaque membre du groupe social. Lorsqu'il y a une modification structurelle tant d'environnement que au sein même du groupe social, c'est-à-dire l'ajout ou le départ d'un membre du groupe social, forcément le chien le ressent. Alors après, pour lui, c'est une redistribution des cartes, mais en réalité, ce qu'il ressent le plus, par exemple, lorsque vous perdez, je sais pas, un être cher, on voit le chien ou un autre congénère, le chien est un peu abattu, etc. En réalité, il peut déprimer, on le sait, un chien déprime, mais en réalité, c'est aussi dû principalement aussi à votre faute. C'est-à-dire que quand vous perdez un être cher, un autre animal, etc., bah vous êtes peiné et votre chien le ressent. Du coup, le chien est votre reflet. D'accord? On dit toujours tel maître tel chien, c'est pas du physique, hein, c'est vraiment, on est dans le schéma plutôt mental, et donc quand vous êtes abattu, triste, etc., le chien le ressent et du coup il devient ce que vous êtes. D'accord. Bon, je te remercie vraiment énormément pour tout ça. Maintenant, je vais te laisser la parole pour nous donner tes coordonnées, tes sites, Facebook, Ah, tout. alors, bon, alors mon site web, c'est ma page professionnelle, c'est Facebook, c'est Linné et Laki, virgule Lévy Zohar, Z-O-H-A-R, éducateur comportementaliste canin. Ça, c'est ma page professionnelle. Mon site web, c'est www.linnéelaki.fr. Et puis la radio, l'émission Parlons Chien, qui est accessible à tout le monde. Hein. En fait, c'est une émission où les gens peuvent poser en direct sur le live leurs questions et moi je vais y répondre tout simplement. Donc en direct, comme ça, c'est un échange. On est vraiment dans un système comme on le fait toi et moi là actuellement. Sauf que c'est beaucoup par la page de l'émission, la page Facebook. Donc ça s'appelle Parlons Chien, l'émission radio. Donc et l'avantage c'est que toutes les émissions restent enregistrées dedans. Et donc les gens peuvent aller revisionner les vidéos de l'émission. Hein. En fait, elle est enregistrée en direct en même temps que je suis en FM. Ça passe en live et voilà. Donc ça permet aux gens de répondre, d'avoir enfin en tous les cas une certaine aide pour comprendre les chiens, pour comprendre quelles sont leurs erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Voilà. Donc vous avez des gens qui vont poser des questions. Par exemple, mon chien est fugueur. Voilà, je ne comprends pas. Mon chien est fugueur. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je leur explique un certain nombre de choses à l'intérieur, comme par exemple donner de l'activité évidemment à leur chien, mais aussi faire par exemple sur le grillage un retour à 45 degrés pour éviter que le chien puisse passer de l'autre côté, etc. Mais ça c'est voilà, l'émission en fait elle dure 1 heure tous les lundis de 19h à 20h et en direct et les gens peuvent comme ça se greffer, poser toutes leurs questions et moi j'y réponds avec grand plaisir. D'accord. De toute façon, moi je compte sur mon cher Manu. Il va partager tout ça sur la page Facebook de l'émission. Moi, si vous voulez des infos que vous n'avez pas eu le temps de noter, vous n'hésitez pas. Vous m'appelez au standard RVL 02 35 30 53 84 et je me ferai un réel plaisir de vous donner tout ça. Manu, j'étais barré dans Manu. Lévy, dernier, j'ai oublié de te demander parce qu'on n'a pas précisé. Enfin, moi je l'ai précisé au cours de la semaine. Mais toi, t'es pas de la région, t'es pas de Normandie. Non, moi j'interviens. Alors j'interviens en principalement, je dis bien principalement sur la Picardie, mais il m'arrive d'intervenir à Paris, à Reims, à Château-Thierry et aussi à Lille, puisque j'ai une chronique télé sur la chaîne WEO, c'est la télé des Hauts-de-France. Donc voilà, donc j'interviens en réalité où on me le demande. Par contre, évidemment, quand les gens sont loin, ils peuvent m'appeler
téléphoniquement ou me contacter via Messenger, c'est gratuit. Tous mes conseils sont totalement gratuits. Je le dis parce que c'est très important. J'ai eu des gens de Belgique ou du Canada qui un jour m'ont appelé en me demandant combien coûtait la question. Et j'aurais dit que c'était gratuit, quoi. Voilà, c'est totalement gratuit. Les gens peuvent venir gratuitement poser leurs questions et il n'y a pas de souci. J'y réponds. Alors bien sûr, faut pas abuser. Hein. Si la personne veut faire une éducation juste à travers le téléphone, ça marche pas comme ça. Par contre, en revanche, lorsque la personne a un souci, par exemple, en termes de comportement, le chien est destructeur, le chien fugue, le chien machin, etc. Il n'hésite pas à me contacter. Moi, je leur donne gratuitement des astuces et des solutions. D'accord. Bon bah Lévi, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps, c'est vraiment vraiment gentil de ta part. Moi je reste en contact avec toi, de toute façon je te suis, je donne si les gens ont besoin d'infos, tout, je me fais un réel plaisir de leur donner tes coordonnées. Je te remercie beaucoup et puis si un jour tu passes dans le coin, t'es le bienvenu ici, hein, y a aucun souci. Hein. Je monterai un de ces quatre en Normandie, je suis en train d'organiser, alors pour être clair, pour 2019, je suis en train d'organiser une tournée conférence éducation. Donc pour 2019, donc on est en train de mettre ça en place. C'est pas évident parce que j'ai beaucoup de demandes dans beaucoup de régions, que ça soit en France ou à l'étranger. Ça demande beaucoup de logistique. Donc on est en train de mettre ça en place et très vraisemblablement courant 2019, on va effectivement tourner les week-ends. Pour que les gens puissent venir à ma rencontre, assister aux conférences, ça c'est important parce que dans la conférence, les gens pourront poser leurs questions sur les comportements, etc. Et donc j'expliquerai un certain nombre de choses sur le fonctionnement même de l'animal et notre relation avec, et puis la partie éducative où les gens viendront avec leurs chiens et pendant ce week-end-là auront des cours et mettront en pratique ce que je leur expliquerai. Et voilà. Donc ça c'est la chose. Et puis je lance aussi en début 2019 pour janvier normalement la chaîne YouTube parce que ça va permettre justement aux gens de pouvoir apprendre non seulement comment fonctionne un chien, mais aussi quelle est la technique pour que le chien en quelques minutes puisse marcher au pied, etc. Ah ça c'est très très intéressant. Justement, je me ferai un plaisir quand tu mettras ça de le partager, de le dire à l'antenne comme ça, parce que je pense que ça peut intéresser énormément de monde. Bon Lévi, je vais te laisser. Je pense que tu as énormément de beau. Merci à toi, vraiment. C'est vraiment vraiment gentil de ta part d'avoir pris le temps parce que tout le monde le fait pas. Je te remercie énormément et puis j'espère te retrouver bientôt. Alors. Avec plaisir. Merci, bye bye. Merci beaucoup Lévi.